Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis avec Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Un anniversaire tout sauf joyeux. Cette semaine marquait les 10 ans du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le bilan est catastrophique. Croissance économique en berne, perte d'influence à l'international et chaos politique. Hasard du calendrier, on en parlait, Jean-Marie Colombani, dans votre édito politique cette semaine, le Premier ministre Keir Starmer a démissionné lundi 22 juin. C'était le 6e à ce poste en une décennie. Mais il serait trop facile de jeter la pierre uniquement au Royaume-Uni, car il faut bien le dire, en 10 ans, l'Union européenne a évolué, avec notamment la montée des populismes et de l'extrême droite. En témoigne le cas symptomatique de la Hongrie de Viktor Orban, qui n'a cessé de mener une politique d'obstruction au sein de l'UE et a servi de modèle au mouvement protestataire de l'ultra-droite en Europe. Alors certes, Viktor Orban s'est fait battre dans les urnes ce printemps, mais maintenant, à qui le tour ? Est-ce que la France va devenir le nouvel épouvantail de l'UE avec son Rassemblement national historiquement haut et la présidentielle de 2027 qui se profile, et quid des autres pays de l'Europe occidentale? On en parle dans cet épisode. Alors, 10 ans après ce fameux Brexit, une majorité de Britanniques s'en mordent les doigts. Alain, Jean-Marie, est-ce qu'ils ont raison de le regretter ? Oui, ils ont raison absolument de le regretter parce que si on regarde la situation de l'économie britannique, elle est quand même en très mauvaise posture, avec un déficit record, un déficit d'ailleurs qui est en proportion du produit intérieur supérieur à celui de la France, avec un coût d'emprunt sur les marchés qui est très supérieur à celui de la France, alors que la France elle-même a un coût d'emprunt supérieur à tous les autres pays de l'Union européenne. Le chômage qui est de retour, surtout une ambiance détestable à l'intérieur de la Grande-Bretagne où il semble que les conflits interethniques prennent de plus en plus de place. Bref, c'est un tableau quand même assez dramatique. Le seul point sur lequel les choses ont évolué, c'est l'immigration qui a reculé, et ça c'est à l'actif de Keir Starmer. Ça n'a pas permis à Keir Starmer de faire valoir tout son bilan, puisqu'il a dû quitter le gouvernement. Néanmoins, la Grande-Bretagne post-Brexit, c'est quand même une Grande-Bretagne où se sont réalisés beaucoup des avertissements que ceux qui étaient contre le Brexit faisaient valoir. Malheureusement, ils n'ont pas été à ce moment-là étendus. Et il faut souligner aussi que le principal porte-parole de ceux qui souhaitaient le Brexit, c'est-à-dire Nigel Farage, est aujourd'hui à la tête d'un parti d'extrême droite qui est dans les intentions de vote aujourd'hui, si des législatives devaient intervenir demain, serait évidemment le premier parti de Grande-Bretagne, ce qui est quand même une révolution et une marque en même temps de la persistance de ce clivage qui a opposé les partisans du Brexit à ceux de l'Union européenne. Aujourd'hui, si on regarde par exemple la catégorie des 18-40 ans ou 18-35 ans, ils sont à 60% en faveur d'un retour pur et simple dans l'Union européenne. Et le futur nouveau Premier ministre, l'ancien maire de Manchester, lui a carrément indiqué qu'il fallait accélérer dans le mouvement qui doit ramener la Grande-Bretagne vers l'Union européenne. Oui, et ce Nigel Farage particulièrement haut dans les sondages, ce n'est pas une exception britannique, hein. C'est ce qu'on voit en Allemagne avec l'AfD, en France avec le Rassemblement national, aux Pays-Bas aussi, et j'en oublie. On a cette tendance plus que marquée à la montée des populismes et de l'extrême droite dans plusieurs pays européens. Comment est-ce que ça modifie le visage de l'UE et est-ce qu'il y a une menace à court ou moyen terme pour nos institutions européennes ? Je ferai deux remarques à ce sujet, Hélène. La première, c'est que les partis populistes, protestataires de droite ou d'ultra-droite en Europe ont déjà ou sont déjà au gouvernement, dans des gouvernements de coalition, notamment dans l'Europe du Nord, mais aussi dans l'Europe de l'Est. Et donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et ils le sont sur un thème qui n'est pas celui du Brexit. Aucun d'entre eux ne prône le Brexit. Ils le sont sur le thème de l'immigration ou sur le thème de difficultés économiques ponctuelles.
et ils font partie de majorités qui ont été composites, qui ont été battues, puis réélues. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas très nouveau dans ce mouvement. Ce qui m'intéresse plus, c'est la deuxième puissance économique de l'Europe, un pays fondateur de l'Union européenne, un pays qui joue un rôle clé dans les avancées du projet européen, c'est la France. Et donc là, on parle carrément d'autre chose. On parle d'un pays de quasiment 70 millions d'habitants qui occupe une place centrale en Europe et dans le système de l'euro. Et c'est à cette aune qu'il faut juger les déclarations passées ou présentes des partis protestataires et notamment du Rassemblement national. Alors pour vous, j'ai été retrouver les déclarations faites par Marine Le Pen, d'abord au Parlement européen le 23 et ensuite dans une conférence de presse immédiatement convoquée le 24. Et voici les paroles de Marine Le Pen. Nous vivons un moment historique. Hier, le peuple britannique a voté massivement, sans ambiguïté, pour sortir de l'Union européenne et par là pour reprendre sa liberté de peuple. Oui, il est donc possible de sortir de l'Union et d'être une nation libre et souveraine. L'Union européenne, pas plus que l'euro, ne sont irréversibles. Le peuple britannique a donc apporté aux peuples européens une éclatante leçon de démocratie. Voilà, et je vous en passe. À l'Assemblée européenne, à Bruxelles, elle se lève de son siège, elle saute comme un cabri, aurait dit le général de Gaulle, elle regarde ses congénères et elle leur dit « Réjouissez-vous, ne faites pas ces têtes d'enterrement, nous vivons aujourd'hui une libération historique ». Autrement dit, Madame Le Pen croyait dur comme fer, probablement, à ce qu'elle disait et pensait que les maux de la démocratie française, de l'économie française, de la société française étaient dus à l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Pas une seule des difficultés de la France ne relève pas de l'Union européenne. L'Union européenne est la pierre angulaire de toutes les crises que nous connaissons en France. Voilà la pensée politique de Madame Le Pen au moment du Brexit. Je doute fort qu'elle ait changé d'avis, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas comparer ça en importance à la participation de partis protestataires de l'ultra-droite à des majorités centristes ou de centre-droit dans le reste de l'Europe. Il y a une exception française. Il y a une exception française qui fait que l'arrivée au pouvoir de ce parti-là, avec tout ce qu'il représente, avec ses tropismes profonds, ses convictions, représenterait une véritable révolution en Europe et quasiment arrêterait net les progrès de l'intégration européenne. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a des mots qu'il faut rappeler et des gestes et des scènes qu'il ne faut jamais oublier avant d'aller voter. Donc voilà ce qu'elle disait. Madame Le Pen était contre l'euro. Elle pense que la souveraineté monétaire, c'est quelque chose qui doit se passer aujourd'hui, en 2025, comme au 19e siècle. Elle pense qu'il en va de même pour la souveraineté économique et technologique. C'est en fermant les frontières que l'on assurera notre souveraineté. Dans son texte, elle abuse encore d'une expression typique, auquel d'ailleurs les partis d'ultra-droite du nord de l'Europe ne font pas référence. C'est le peuple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec Madame Le Pen, vous ne faites pas partie du peuple. Alors, si on suit Madame Le Pen, eh bien, il faut qu'elle conçoive, qu'elle comprenne que le peuple britannique a changé, puisque maintenant, je citerai un seul sondage dans le sillage de ce qu'a dit Jean-Marie, un sondage très intéressant, qui est 75% des électeurs britanniques veulent une relation plus profonde aujourd'hui avec l'Union européenne. Et parmi ces électeurs, 66% d'entre eux ont voté Brexit. C'est-à-dire que vous avez une écrasante majorité de Britanniques, je ne parle pas du peuple, bien sûr, de cette entité mystérieuse à laquelle Mme Le Pen fait référence, vous avez une écrasante majorité de Britanniques à travers tous les partis politiques, y compris le parti de Nigel Farage, auquel faisait allusion Jean-Marie tout à l'heure, le Reform UK. Une écrasante majorité pense que le Brexit les a rendus plus pauvres, moins sûrs et moins en contrôle de leurs frontières. Juste un point, c'est que comme la Grande-Bretagne n'était pas membre des accords de Schengen, l'immigration extra-européenne a considérablement progressé ces 10 dernières années en Grande-Bretagne. Et l'immigration intra-européenne a régressé depuis 2 ans. Alors du coup, moi, ça m'inspire une remarque, c'est que
C'est quand même tout à fait paradoxal de se plaindre des causes d'un événement, le Brexit en l'occurrence, comme vous le détaillez, Alain, et dans le même temps de plébisciter le parti qui était le plus ardent défenseur de ce même Brexit. Et comment ne pas imaginer que ce serait la même chose qui se produirait en France? Écoutez, parce que si je me permets d'esquisser une réponse, mais c'est une spéculation, mais on la lit un peu à travers la presse britannique ces derniers temps, notamment le Financial Times hier. Le Brexit, ça a été non seulement une erreur économique, on pense que ces 10 dernières années, le PIB de la Grande-Bretagne aurait progressé de 4% sur ces 10 dernières années, de plus que ce n'a été le cas. On pense que les investissements étrangers en Grande-Bretagne auraient progressé de 10% de plus que ce n'a été le cas ces 10 dernières années. Donc, OK, c'est un malheur économique, c'est vrai. C'est un malheur en matière de contrôle de l'immigration en ce qui concerne l'immigration extra-européenne, qui est au cœur de la société britannique, qui est au cœur des préoccupations de nombreux Britanniques. Donc, voilà. Mais je pense que c'est aussi un désastre politique, parce que la campagne du Brexit, c'est la campagne clé qui fait fi de la vérité. Autrement dit, la vérité, la réalité factuelle, la réalité des comptes, ceux du budget, ceux de la désindustrialisation, ceux de l'incapacité à financer le système de santé publique, tout ça n'a aucune importance. Et c'est la première campagne post-vérité et qui désigne une seule cause aux pathologies d'un pays, c'est-à-dire l'appartenance à l'Union européenne. Autrement dit, il suffit de sortir de l'Union européenne, c'est de la politique vaudou, si vous voulez, c'est de la magie. On vous vend de la salade pour que tout aille beaucoup mieux. C'est ce que disait exactement Marine Le Pen, exactement les mêmes termes que ceux de la campagne du Brexit. Je vous rappelle cette citation historique de Madame Le Pen. L'Union européenne est la pierre angulaire de toutes les crises que nous connaissons. Non, aucune des pathologies françaises n'est solvable par un retrait de l'Union européenne. La plupart des pathologies françaises sont comme en Grande-Bretagne, nationales. Ce sont des pathologies franco-françaises qui ne doivent rien à notre appartenance à l'Union européenne. Quand vous êtes dans la post-vérité à ce point-là, eh bien, si ça ne marche pas au gouvernement, quand vous arrivez au gouvernement, eh bien, la colère, elle est toujours là. La rage, elle est toujours là. Hein, la série d'échecs des élites de gouvernement, d'échecs relatifs, mais d'échecs ou perçus comme tels par beaucoup de secteurs de nos populations en Europe, elle reste la même. Elle reste la même. Il faut lui donner quelque chose à ronger. Il faut lui donner, comme dans le vaudou, il faut lui donner une statuette à tuer. Alors, si ce n'est pas l'Union européenne, ça sera l'immigration. Et vous pensez bien qu'au bout de 6 mois de gouvernement, l'immigration, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Et donc, vous aurez toujours la même colère parce qu'on a installé une pratique de la post-vérité dans le débat démocratique. Alors évidemment, c'est un tableau assez effrayant que dresse Alain Frachon, mais qu'il ne faut pas exclure parce que la campagne qui va s'ouvrir, qui s'est déjà ouverte sur l'élection présidentielle, abordera tous ces thèmes. Il y a aussi l'interrogation aujourd'hui que l'on peut avoir sur ce que sera l'attitude du futur Premier ministre, qui est donc l'ancien maire de Manchester, et qui sera nommé et prendra les commandes du gouvernement britannique à la rentrée avec un programme qui est nettement plus à gauche que celui que suivait Keir Starmer, donc qui est peut-être de nature à rassurer l'électorat traditionnel du Parti travailliste et reconquérir certains des bastions du Parti travailliste qui ont balancé vers l'extrême droite. Donc on s'attend évidemment à un changement de politique de ce point de vue-là, avec le vote en Grande-Bretagne pour la première fois d'un impôt sur la fortune, entre autres, avec aussi des efforts dans les directions des catégories les plus défavorisées, alors que même que le gouvernement de Keir Starmer avait fait plutôt l'inverse. Alors est-ce que cela suffira à inverser le mouvement, à le faire reculer? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la responsabilité des médias de ce point de vue-là est écrasante. C'est que collectivement, donc la presse avait inventé le mot de dédiabolisation pour évoquer le parcours de Marine Le Pen. Et cette dédiabolisation avait un élément très important qui était l'attitude du Parti Rassemblement National vis-à-vis de l'Union européenne. Et on disait, voyez-vous, Marine Le Pen ne conteste plus, ne critique plus l'euro, elle s'est au fond ralliée à l'euro, donc elle est dédiabolisée, elle est devenue européenne.
Dans la réalité, moi, il me semble que toute la doctrine du Rassemblement national continue à être nourrie d'un anti-européisme solide et permanent qui rapproche davantage la future France éventuelle de Marine Le Pen de ce que souhaite un Vladimir Poutine plutôt que de ce que souhaitent les Européens eux-mêmes. Et donc, c'est là peut-être que réside le basculement de l'opinion des autres Européens vis-à-vis de la France, si d'aventure le Rassemblement national parvenait aux affaires. Par exemple, la principale revendication du RN aujourd'hui, c'est réduire la part de la France dans le financement des institutions de l'Union européenne. C'est déjà organiser, pour une part, la sortie de l'Union, puisqu'on cesserait de financer des politiques européennes. Si on cesse de les financer, on en sort. Donc ce sont des éléments de sortie et non pas des éléments d'adhésion, de conversion à l'Union européenne. Je pense que tout cela, mis bout à bout, risque de voir grandir dans l'esprit des autres Européens le danger d'une France qui quitterait les rives de l'Union, d'autant que la France a été un des principaux moteurs avec l'Allemagne des 20 ans qui viennent de passer. Oui, ça voudrait dire que la France deviendrait le prochain facteur, le prochain pays d'instabilité pour l'Union européenne. Cette même France artisane de la construction de l'UE, comme vous le rappelez fort justement, Jean-Marie Colombani, c'est assez vertigineux. Mais écoutez, Hélène, on en sait beaucoup plus que ce que nous disons. On en sait beaucoup plus que ce que nous disons. Si, à la suite d'une très malheureuse aventure, Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, qui sont génétiquement anti-européens, et toute leur carrière politique le montre, si d'aventure ils étaient aux affaires, on sait très bien comment ils se comporteraient. On vient d'avoir, si vous voulez, 13 ans d'expérience de Viktor Orban à la tête de la Hongrie, un petit pays de 11 millions d'habitants, membre de l'Union européenne. Pendant ces années, ça a duré, je crois, à peu près 13 ans, M. Orban a mené une politique européenne très précise, stratégique, calculée, pensée, qui a un nom précis, l'obstruction systématique. Obstruction systématique, faire tout ce qui était en son pouvoir, et il en avait, puisque les décisions se prennent à la majorité selon les sujets ou à l'unanimité selon d'autres sujets, il avait le pouvoir et il s'en est servi. Il a été un mouton noir pendant 13 ans, destiné à geler la plupart des grandes initiatives européennes lorsqu'il le pouvait, et s'opposant notamment à la politique qui a été celle de l'écrasante majorité des membres de l'Union européenne depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Donc on sait ce qui se passerait. Ça s'appelle une politique d'obstruction. Voilà, ça a un nom. C'est ça la politique européenne qui a été celle de Viktor Orban. Je vous rappelle que Viktor Orban est l'idole du Rassemblement national. Je vous rappelle sa proximité avec Madame Le Pen. Donc tout ça compte, si vous voulez. On en sait beaucoup plus. Les électeurs devraient en savoir beaucoup plus que ce que nous pensons. Voilà ce que serait, sauf que là, ce ne serait pas la Hongrie, ce serait la France. Jean-Marie Colombani, je pose la question, mais je pense connaître la réponse et probablement que nos auditeurs aussi, mais je la pose quand même. Que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en la matière de l'UE blanc bonnet, bonnet blanc. Oui, alors point d'interrogation parce que Jordan Bardella donne tous les signes annonciateurs d'une éventuelle prise d'autonomie par rapport à Marine Le Pen, étant entendu que Jordan Bardella est identifié de plus en plus, et c'est ce qui explique la différence entre les intentions de vote en faveur de Jordan Bardella et ceux de Marine Le Pen. Il y a 4 points d'écart, donc en faveur de Jordan Bardella, et qui est de suggérer qu'il pourrait être l'homme de l'union des droites, c'est-à-dire de l'alliance entre la droite traditionnelle et l'extrême droite, perspective qu'a toujours récusée Marine Le Pen. Et dans cette perspective, un discours en effet européen plus conforme à ce qu'est la vie des institutions européennes. Mais voilà, quel est le degré de sincérité? Est-ce que c'est un partage des rôles entre eux? Ou bien est-ce que c'est l'amorce d'une vraie différence d'approche entre l'un et l'autre? À ce stade, nous ne le savons pas. La seule chose que je sais, c'est que si Jordan Bardella était élu président de la République, voilà qui réjouirait les partisans des Bourbons, qui, par l'alliance de Jordan Bardella et de la princesse des deux Siciles, qui est de Bourbon, les Bourbons feraient leur retour sur le trône de France, avis aux amateurs.
Eh bien, perspective monarchique plutôt qu'européenne. Triste conclusion pour ce podcast LMDS en 2026. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.